Bonsoir, merci d'être présent avec nous ce soir pour effectivement parler du travail de Barbara, d'un travail qui a pris énormément de chemins et de formes et de versions différentes à travers un projet qui s'appelle 365, pour 365 versions ou interprétations différentes liées à la pomme de terre, et dont il y a eu un livre récemment publié par les éditions Confluence qui ont repris intégralement cette série de pièces avec ce programme d'une œuvre faite chaque jour, je crois. Barbara, quelle était la méthode de travail finalement pour partir d'un sujet extrêmement simple, d'une forme, on va dire aussi assez banale, et pour en faire un vrai sujet? Merci d'être venus aussi nombreux, malgré les vacances, le pont. Merci. Alors, je vais répondre à Claire. 365, évidemment, ça vous rappelle un calendrier où 365 œuvres sont représentées. On l'a vu récemment à la Fondation Bernard Magret. 365 était surtout un hommage à mon enfance. Au milieu de sa vie, on a envie de se réconcilier avec ce qui nous a tourmenté tout au long de son enfance. Moi, c'était la pomme de terre, vous allez rire, mais elle m'a vraiment... Je fais une overdose 2 fois par jour, et il n'y avait rien pour la contourner. C'est le pain en France et la pomme de terre en Allemagne. Donc j'ai fui en France, c'était une des raisons. C'était pas seulement le ciel bleu, mais c'était aussi fuir la pomme de terre. Et peu à peu, donc je me suis penchée dans tout mon travail sur l'alimentation, sur différents sujets. Et la pomme de terre est passée par là en 2009 pour la première fois. Et donc je me suis dit, pour vraiment trouver ce lien auquel j'appartiens, il faut que je lui consacre une œuvre par jour pour rappeler cette pomme de terre que j'ai dû manger 1 fois par jour. C'est drôle au début, quand on arrive à 110, 115, ça commence à devenir beaucoup moins drôle parce qu'on se dit « Oh là, j'ai encore 240 à faire ». Comment faire pour ne pas se répéter? Comment faire pour réinventer chaque fois une nouvelle œuvre? Donc du coup, je suis passée de mon travail de peintre aussi à la sculpture, à la photo, à la vidéo, aux objets. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, j'ai essayé de trouver de toutes nouvelles formes à la pomme de terre qui, a priori, quand on la regarde, est une forme sans forme. Effectivement, tu nous fais un énorme marathon autour de la pomme de terre. Tu lui fais subir énormément d'épreuves, de la photographie, en la transformant en porcelaine. D'ailleurs, c'est assez intéressant de s'apercevoir que tu travailles un matériau périssable avec des techniques qui la rendent éternelle, comme la gravure ou la porcelaine. C'est une espèce d'épreuve que tu lui fais traverser, et il y a des rencontres aussi. Tu n'es pas toute seule dans cette aventure. Tu es dans ton atelier, tu travailles tous les jours, mais tu fais des rencontres. Donc il y a effectivement de temps en temps des opérations dans le paysage, notamment avec une danseuse, des manières aussi de travailler de façon assez vivante la pomme de terre avec Alain Plassard, avec un autre chef qui est là ce soir. Voilà, tu pourrais nous parler aussi de toutes ces rencontres qui t'ont un petit peu détourné de ton atelier? Mais de toute façon, on ne fait pas les choses pour soi-même, on les fait en échange avec ceux qui nous entourent. On ne serait rien sans ceux qui croisent notre chemin. Et cette œuvre 365, il y a la pomme de terre que je fais en porcelaine. C'est une façon de dévier le regard sur autre chose.
J'ai travaillé donc à l'usine, à Limoges, dans une usine qui avait l'habitude de faire des assiettes Hermès. Et j'arrive là avec mon projet de pommes de terre. Imaginez 592 pommes de terre, ils n'ont jamais vu ça. Et d'abord, ils me disent, mais c'est pourquoi? Ça a quel sens? Qu'est-ce que je donne comme réponse? Il n'y a pas vraiment une réponse à donner. C'est qui était très touchant. Les gens, j'adore ce métier d'artisanat. Il y avait ces hommes et ces femmes, ces ouvriers d'usine qui collent les anses sur les théières, qui font les moules. Mais ces hommes-là, ils ouvrent le four et tout d'un coup, ils sortent les pommes de terre parce que c'est le feu, c'est comme un cadeau qui vous fait quand vous ouvrez la porte, vous découvrez soit que tout est cassé ou soit tout est entier et vous voyez cette blancheur. Et alors ces gens de l'usine, ils sortent les pièces des moules et ils les caressent comme si c'était un hamster qui tiennent sur leurs bras alors que c'est juste une pomme de terre. Et ça, c'en est des rencontres qui m'ont beaucoup touchée. Il y a aussi mon boucher du village, Daniel, qui est là ce soir, qui m'a construit toutes les boîtes dans lesquelles j'ai mis les objets, les outils. Il y a aussi Pascal Pressac qui est là, qui a fait des plats à l'intérieur de mes porcelaines. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà de l'œuvre, d'aller à la rencontre de l'autre. Et c'est un échange profond, comme avec cette danseuse qui a jamais fait une danse de pommes de terre. Moi, je voulais qu'il fasse beau, alors je lui ai dit danse, sois belle et fais la danse de la pomme de terre. Et décidément, il a fait beau, il y avait un beau ciel bleu, donc ça marchait. Je voulais peut-être revenir à la question de ta méthode de travail qui était en fait... on est en face d'une série de 365 pièces, mais qui est constituée à l'intérieur de différentes séries, plusieurs séries. Donc il y a des paysages, des porcelaines, des photographies, des séquences plus humoristiques. Comment tu as organisé en fait ces différentes séries? Est-ce que tu as construit les choses de manière linéaire, chronologique? Est-ce que tu as suivi un petit peu les saisons, des épisodes autobiographiques, voilà, comment tu t'en es sorti finalement à travers ce paysage extrêmement vaste pour pas t'y noyer ou t'engouffrer sous terre? C'est une excellente question, je n'ai toujours pas de réponse à cette question. J'ai essayé j'ai toujours eu l'idée en tête de faire un ensemble. La seule limite que je me suis imposée, c'est deux contraintes. C'est d'être au rendez-vous, à savoir que la série a commencé le 1er octobre 2014 et la dernière pièce de l'ouvrage devait être terminée le 30 septembre de l'année suivante. Après un mois de trouver le rythme de réalisation de chaque pièce. Évidemment, on ne peut pas être tous les jours dans un lieu donné. Par contre, vraiment, il y a eu une logique de série, il y a une logique des terres froides pour exprimer que on se trouve en hiver, alors que les terres sont labourées. Il y a une autre série sur les terres chaudes, c'est au printemps, juste avant que les pommes de terre sont plantées. Il y a une série où les champs sont en fleurs. Donc c'est tout un tas de séries monochromes. Il y a aussi une série sur le ciel qui est éternellement gris, où il faut chercher le soleil dans les pays du Nord. Ceux qui viennent du Nord savent de quoi je parle. Après, il y a eu des séries totalement différentes. Ce qui m'intéressait, on va sûrement l'aborder, l'obscurité, là où pousse la pomme de terre, mais aussi ce qu'il y a au jour, la partie du chlorophylle. Il y a les objets, les séries sur l'agriculture, avec des outils, des vieux outils que j'ai rassemblés dans ces fameuses boîtes. Il y a aussi des boîtes écrans où je fais référence à l'histoire de l'art. J'ai vraiment eu envie de me donner aucune limite. Donc il y a la limite du temps, c'en était une, et j'ai évoqué une autre qui était celle du format. En fait, tous ont le même format. Et le livre, c'est en fait le 366e élément, puisqu'il est là exactement le format de toutes les pièces. Et il y a un amuse-bouche qui est dans la galerie, juste à côté,
sur ce mur, on trouve encore quelques éléments de cette série. Effectivement, alors on est entouré de tableaux qui sont aussi nés de cette série, enfin qui découlent en tout cas de ce travail lié à la pomme de terre. On reconnaît peut-être parfois des formes d'épluchures. Moi j'ai découvert ce travail, je crois il y a 2 ans, à l'occasion d'une exposition chez Bernard Magret, où tu avais exposé une série de porcelaine au sol qui m'avait vraiment frappée à ce moment-là, parce que j'adore tout d'un coup tomber sur un objet et me dire voilà une vraie expérience de déplacement. C'est-à-dire que c'était une expérience liée à ce paysage de terre, donc un paysage enfoui, a priori obscur, souterrain. Et là, Barbara avait pris l'exact contre-pied de ce paysage de terre et révélé ce champ lié aux pommes de terre sous la forme de porcelaine avec cette blancheur. Donc j'aimerais bien que tu parles aussi de cette figure de renversement qui est de passer de l'obscurité à la lumière, de passer aussi peut-être de cette culture de la pomme de terre qui est assez rhizomatique à ce travail aussi qui te fait comme ça balayer énormément de champs différents et à travers des versions très très différentes. Mais déjà, il faut rappeler qu'est-ce que c'est la porcelaine. Au départ, c'est de la terre, c'est de l'argile qu'on peut sculpter, qu'on peut mouler. Et donc, je suis en lien direct avec mon sujet. Je le travaille. Donc, pomme de terre, évidemment, il y a terre. Et c'est en fait l'objet de toute cette série, c'est un hommage à la terre, à l'agriculture. Mais tu évoques la notion de l'obscurité, et j'aime beaucoup cette idée. En fait, on sait qui ne l'a pas fait. On met une pomme de terre dans la terre, et dans un laps de temps donné, tout d'un coup, il y a 4, 5, 6 pommes de terre qui naissent. Il y a la maman et il y a les filles. En allemand, on appelle ça les pommes de terre filles. Et j'aime aussi ce passage de la maman la maman qui donne son énergie à ses enfants. Ça m'a beaucoup intéressée. C'est un travail de génération qui se déroule à l'obscurité, à l'abri de la lumière. Et c'est une vraie genèse, une naissance. Et cet aspect m'a énormément intriguée. Et donc, on est à l'abri de la lumière, on ne voit rien. Et c'est seulement à la récolte, quand on ouvre la terre, qu'on découvre ce qui s'est produit, ce miracle. Et ce qui m'intéresse, c'est à seulement 2 cm de distance, il y a la tige, cette espèce de fan qui est remplie de chlorophylle et qui est toxique, hautement toxique, on peut même en mourir. Et c'est cette différence entre le plaisir et le poison, c'est une dualité qui m'a beaucoup intéressée. Les questions autour de la pomme de terre sont innombrables, mais peut-être ce serait intéressant de revenir sur la dimension autobiographique de ce travail-là, étant donné que tu es originaire de Clèves, une région agricole assez proche de la Hollande. Je pense que certains d'entre vous connaissez le tableau de Van Gogh, Les mangeurs de pommes de terre, qui m'est revenu assez vite à l'esprit. Dans tout ce travail, il y a énormément de références, je trouve, à cette culture du Nord, avec ce ciel bas, ces couleurs ocre de terre. Les références dont tu parles dans le livre, elles sont assez aussi inspirées de cette culture-là, avec Kurt Schwitters, Paul Queux, qui lui-même construit une petite machine à partir d'une pomme de terre productrice d'électricité. Est-ce que tu pourrais revenir sur toutes ces influences très nordiques dans ce travail ?
Effectivement, je suis née au bord du Rhin, à Clèves, où sont nées également d'autres personnes comme Joseph Beuys. Lui, il m'a énormément influencée dans toute sa démarche sur l'utilisation du feutre, de la cire. Ça ne m'a pas intéressé de faire une copie de Beuys, mais ça m'a intriguée, ça m'a ouvert de nouvelles portes qui m'ont aussi amené vers l'arte povera. Là, on est plutôt dans le sud, hein, mais aussi le dadaïsme. Et tu as évoqué Kurt Schwitter, c'est un artiste allemand qui a travaillé sur le collage. Le collage, on le retrouve également dans cette œuvre. Et évidemment Van Gogh, puisque Clèves, c'est à 15 km de la frontière hollandaise. Et il y a un musée Ottersloh qui héberge les pièces maîtresses de la première partie de Van Gogh, où on trouve ce fameux tableau des mangeurs de pommes de terre. Donc on est dans ces teintes de ocre, de terre, qu'on retrouve également dans mon tableau. Et puisque tu parles de référence à l'histoire de l'art, on a dans cet ensemble un tableau de Millet. C'est vraiment un hommage à la paysannerie, à ce qu'elle a de plus noble. Donc il y a ce couple, vous avez tous ce tableau en tête qui prie dans le champ au moment où les cloches sonnent et qui sont là, les mains jointes. L'Angélus. Qu'est-ce que je disais ? Non, je te donnais le tableau Angélus de Millet. Et donc ce tableau est représenté à 2 reprises dans mon ensemble. Une fois en dessin de fusain et une fois dans une boîte où les silhouettes sont découpées et on devine derrière une table dressée que j'ai volée à ma fille, une petite dînette avec une assiette, une casserole et des chaises. En fait, c'est déjà le repas qui attend le couple en rentrant de chez eux. Oui, c'est intéressant, à mon avis, de revenir aussi à cette question sociétale et presque politique de la pomme de terre. Je pense que c'est assez rare d'en faire c'est assez rare que la pomme de terre soit sur le devant de la scène, comme ça. On se souvient du film de Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse. Il y a ce tableau de Jean-François Millet. Par rapport à l'ensemble du travail que tu as pu produire sur cette thématique de la pomme de terre, je trouve que de manière générale, tu ne traites pas forcément directement de cette dimension politique, bien qu'elle soit toujours en sourdine, toujours là, dans cette reprise de gestes liés au travail, au fait de se pencher, de cette relation à la terre extrêmement proche entre les hommes, et cette agriculture. Est-ce que tu pourrais nous parler de toute cette dimension un petit peu politique que tu abordes et de quelle manière ? Mais la pomme de terre, déjà, elle est le sujet par excellence de l'humilité. Il faut se pencher, c'est un geste de s'abaisser pour la ramasser. Ça, c'est très important. Et c'est en même temps un aliment de base qui a sauvé nos peuples de la famine. On se souvient, en Irlande, il y a eu le fameux Blight où justement la pomme de terre a été touchée par le mildiou et il y a les Irlandais ont émigré vers les États-Unis, vers la Nouvelle-Zélande, puisqu'il n'y avait plus rien à manger. Donc elle est vraiment la base de notre société aujourd'hui. Et en même temps, dans cette œuvre, j'avais envie de porter un autre regard sur elle. Comment on peut la détourner, lui apporter une dimension qu'on ne perçoit pas dès le départ. Et donc cette dimension politique, si on veut, mais je veux porter un regard sur l'agriculture tout court. Aujourd'hui, il y a une industrialisation de l'agriculture, il y a ces anciens outils doivent nous rappeler d'où on vient. Il faut toujours savoir d'où on vient pour pouvoir avancer vers l'avenir.
Et donc c'est important de rappeler tous ces outils avec lesquels on bêche, avec lesquels on retourne la terre, avec lesquels on ramasse la terre, avec beaucoup de mal au dos. Et en même temps, c'est une réflexion sur ce que nous avons dans nos assiettes. De réfléchir, une pomme de terre, c'est pas une poche McCain qu'on ouvre et qu'on déverse sur le lèche-frites. Il faut se rappeler où les flocons de flot d'or qu'on mélange au lait et qui font... il y a les chips, voilà. Donc c'est aussi une réflexion sur ce que nous avons dans nos assiettes, de se souvenir d'où ça vient. Et peut-être encore un élément supplémentaire, la pomme de terre, ça fait partie d'un paysage intégrant de ce que nous vivons. Qu'est-ce qu'on serait sans les agriculteurs qui travaillent les terres, qui façonnent notre paysage? Je voulais te demander si tu avais intégré, parce que je m'en souviens plus finalement, la figure de Parmentier dans ce travail, étant donné son importance, enfin l'importance qu'il a eue pour la culture de la pomme de terre en France. Parmentier qui était médecin militaire, je crois, ou pharmacien militaire, et qui a découvert la pomme de terre en Allemagne, et qui, à la fin du XVIIIe siècle, l'a cultivée en France, l'a présentée à Louis XVI à la cour, et comme un moyen de sauver le peuple de la famine. Or, ça n'a absolument pas marché au début, cette opération d'intégration de la pomme de terre en France. Les gens n'en voulaient pas, enfin, il y avait une espèce de méfiance absolue. Et il y est parvenu en faisant cultiver un champ et en plaçant des gardes le jour, les gardes qui la nuit disparaissaient. Alors, les agriculteurs allaient chercher ensuite des tubercules dans la terre pour les planter chez eux pour essayer. Là, je dérive un petit peu, mais cette histoire de Parmentier, elle est assez amusante. Je ne sais pas si tu l'avais aussi en tête dans cette histoire des 365 étapes des pommes de terre. Comme une sorte de fruit interdit. En fait, il est meilleur quand il est interdit. Oui, mais on le raconte en Allemagne de la même manière, mais c'est le roi Friedrich II qui aurait fait la même chose. Je crois que chaque pays a sa version des gardes qui protègent les champs pour inciter les gens à les piller, en fait. Je reviens aussi à Louis XVI parce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de vogue ou de mode de la pomme de terre qui a vu fleurir les fleurs de pommes de terre aux boutonnières des messieurs. Hein, c'est Michel Butor, je crois, qui t'a écrit aussi un texte sur ça et qui y faisait référence. Je voulais aussi revenir sur cette dimension presque féminine de la pomme de terre qui est qu'elle a souvent des noms, la Belle de Fontenay, la Pompadour, la Charlotte, ce sont des noms toujours très féminins. La rate, qui est peut-être la femme du rat, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'assez amusant dans ton travail qui est à un moment donné un striptease de pommes de terre. Donc voilà, une pomme de terre comme voilà, une fille sans prétention et qui se déshabille assez vite. Tu peux peut-être rebondir. Mais d'abord, il faut savoir qu'il existe 5000 variétés différentes qui ont des noms un peu moins digestes comme la TK 543, mais il y a aussi des noms très poétiques, la Grande Inconnue, la Belle Noire, le Messager de l'Est, le Messager du Nord, la Bénédiction des Champs. Rien que le nom est une histoire en elle. Et pour mon striptease, là aussi, c'était porter un regard un peu amusant en déshabillant la pomme de terre devant nos yeux, mais il faut se le mériter, il faut aller au bout de la série pour la voir nue devant nous. C'est dans le livre. Hein. Je voulais aussi aborder avec toi le côté un petit peu paradoxal de la pomme de terre qui était
voilà, une forme informe, voilà, un peu mélancolique aussi, un peu tassée sur elle-même, qui se révèle complètement en cuisine. Hein. Après tout, tu la travailles dans ton atelier et puis en cuisine, on la transforme aussi de mille et une manières, en frites, en galettes, en purée, en sauté, etc. Jean-Denis, le chef de la grande maison, était là il y a 1 heure pour discuter avec nous et pour nous dire finalement elle est très facile parce qu'elle se marie avec tout le monde aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta gourmandise aussi et de cette transformation côté cuisine? Je crois qu'on ne peut pas faire une série sur la pomme de terre si quelque part on n'est pas gourmand. Et c'est effectivement mon cas. Et j'ai essayé justement par la double nationalité que j'ai enfin de marier les deux facettes. La facette allemande qui considère la pomme de terre plutôt comme alimentaire et avec cette facette française qui sait l'anoblir. Et effectivement, elle est, je l'avoue, modestement aujourd'hui très présente dans tout ce que je fais, même quand je fais des soupes, même des soupes de poisson qui n'existent pas en tant que telles en Allemagne. Il y a toujours une petite pomme de terre qui s'égare pour donner un peu d'épaisseur, un peu de velouté. Mais c'est vrai, pour moi, la nec plus ultra reste toujours la pomme de terre râpée qu'on appelle en Suisse le rösti, qui est croustillant. Rien qu'en y pensant, c'est... J'ai faim. Oui, et la recette est dedans. C'est une interprétation de Pascal qui est représentée en photo ici. Ça, c'est pas du tout allemand. Il l'associe avec un cèpe. Très sud-ouest. Très sud-ouest. Oui, alors à l'intérieur de ce livre, il y a aussi un texte d'un critique d'art conservateur allemand, hein, qui est Alexander Kronert, puisque la série des pommes de terre est actuellement montrée en Allemagne au Meuland Museum, qui est la fondation Beuys, après avoir été présentée chez Bernard Magret au printemps dernier. Hein. Donc là, tu as choisi 2 modes d'accrochage complètement différents pour les 2 expositions. Donc on voit que tu joues complètement avec cette série qui se retrouve aussi sous une autre forme dans ce livre-là, et avec même des explorations type land art aussi. Tu te permets absolument tout, notamment des installations dans des blocos ou près des mers. Tu peux nous parler de tout ça? Forcément, on revient à mon champ de pommes de terre de 592 pommes de terre. Et actuellement, il est accroché à la verticale sur un mur marron terre. Et j'ai créé une pluie de pommes de terre. En fait, c'est les pommes de terre qui descendent du ciel. Et de l'autre côté, en face, c'est une vapeur de pommes de terre. C'est-à-dire, elle remonte. Et cette blancheur sur le mur marron rappelle vraiment sa provenance. Et j'adore les réinterpréter toujours d'une autre manière. Parfois, elles s'appuient contre un mur, comme autrefois, quand elles étaient déversées par un soupirail, comme on versait le charbon. J'ai connu ça chez moi encore, ils étaient par terre. J'ai toujours quelques patates dans mon coffre de voiture. Quand je vois un beau paysage, je les disperse dans le paysage, que ce soit le long de la rivière, où elles imaginent reprendre la route vers les Andes peut-être, ou vers des contrées lointaines, mais aussi dans des endroits torturés, que j'appelle des endroits de rupture, comme sont les constructions de mes chers ancêtres allemands, les Blockhaus. Quand j'y mets mes pommes de terre blanches dessus, j'ai l'impression que j'apporte une forme de poésie dans ces endroits meurtris, ou alors dans des décharges publiques. Il y a cette blancheur qui capte la lumière, qui apporte vraiment autre chose à un lieu.
Ou alors je reviens avec elles dans un champ, je les installe pour qu'elles reviennent sur Terre. Et c'est toujours différent. Je crois que tu as commencé cette série il y a finalement quelques années, 2009. Puis ensuite, tu l'as reprise finalement assez récemment, mais tu avais démarré sur les choux, il me semble. Donc il y avait aussi cette relation à la terre qui était importante. Avec ce travail, tu vas finalement t'engager vers quoi maintenant? Est-ce que tu as déjà des idées pour la suite à donner finalement à cette pièce? Bon, vous avez un petit aperçu là. Là, c'est vraiment un travail très très récent avec ces formes qui sont aujourd'hui des formes vides, comme s'ils rappellent la forme ronde qu'il y avait avant, comme une pelote de laine qu'on a vidée de son intérieur. Comme par hasard, c'est encore cette forme qui pourrait rappeler la pomme de terre. Mais j'aurais maintenant envie d'aller sur Terre et de me consacrer plus à la floraison. Après la genèse qui se passe sous le sol, je pars dans une série de fleurs de terre, mais je ne suis jamais très loin de la terre. Je vous invite donc peut-être à jeter un coup d'œil sur l'exposition. On a été peut-être un peu long, désolé, mais c'est un sujet tellement vaste, je crois qu'on aurait encore 1 heure à passer là, à dire plein de choses. Voilà, c'est un travail très récent sur ce que vous découvrez là aujourd'hui, sur les arbres couchés, les arbres debout. C'est quand même, d'une certaine façon, toujours un paysage qui reste présent. Merci beaucoup pour votre attention. Et oui, si vous avez des questions. Surtout, nous allons remercier nos 2 amis d'avoir éclairé le travail de l'artiste. Et puis, je vous enjoins ensuite à lui poser toutes les questions que vous souhaitez poser en aparté lorsque vous serez devant les œuvres qui sont présentées ici pour justement comprendre au mieux la démarche de Barbara. Alors, on ne va pas tout dévoiler, on n'a pas tout dévoilé. Non, on a fait un formidable entretien ensemble, moi que j'ai trouvé assez passionnant. Il vous a extrait quelques réflexions, mais vous allez découvrir un dentier qui se balade, qui essaye d'attraper une pomme de terre. Vous allez découvrir une hache qui essaye d'attraper une pomme de terre maman, des mains qui sont ensevelies par des pommes de terre. Il y a plein de choses drôles. Et évidemment, le striptease, rien que pour ça, il faut déjà regarder le livre. Merci beaucoup à tous, merci à Claire.